Bon, Sylvain, tu vois, c'est ici que j'ai passé mon week-end. Donc on est dans les jardins de l'Assemblée nationale. Et, euh, et donc, bon, il y a l'hémicycle qui est juste là. Et en fait, tu sais, mon truc plaidoyer pour les poules, vaches, cochons, je l'ai écrit là dans le coin. Euh, Il y a pire, quoi, tu vois, comme cadre. Donc j'ai passé mon week-end ici. Le seul truc qui manque, c'est de pouvoir courir. Il me manque un lieu pour faire du sport ici. La salle de gym, on tournera peut-être un jour à la salle de gym de l'Assemblée nationale, mais franchement, une salle de quartier, c'est mieux que ça, quoi. Donc bon, ça c'est vraiment pas terrible. Mais en revanche, tu vois, quand j'étais môme, mais même avant, adolescent et tout ça, j'allais dans la maison de ma grand-mère à la campagne à Proyard. Et tu avais des peupliers, du vent, et c'était hyper agréable d'écrire. J'écris mon premier bouquin, Les petits soldats du journalisme là-bas, tu vois, l'été, tranquillement avec tout ça. Et j'ai retrouvé ce sentiment de tranquillité dans une espèce de nature, entre guillemets. Il y a 3 arbres, mais enfin c'est quand même pas con. Et je surveillais bien, tu vois, tout est bien taillé, et tout ça, ça me convenait. On se fout là-bas pour faire le bulletin. Je sais pas qui c'est lui. C'est pas marqué? Non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on raconte? Je sais pas par où commencer. C'est quand même qu'on est le 29 mai. Ah ouais, 29 mai 2005, grande date dans notre histoire. Je pense que c'est une date de rupture. Moi, c'était une rupture personnelle. Je me souviens de ce moment où on avait acheté avec ma compagne de l'époque le supplément de l'UMA avec le texte du traité constitutionnel européen. Et je me souviens du moment où je vais m'asseoir sur la cuvette des toilettes et où je découvre le texte du traité constitutionnel européen. Ça m'a fait un choc. Jamais j'avais lu choc sur les toilettes, tu vois. Jamais j'avais lu un texte officiel comme ça, un texte de loi ou un traité. Jamais j'avais lu ça. Et là, je lis ça, et en fait, c'était tellement criant l'ordre du monde qui voulait imposer, ça sautait tellement, tous les 3 articles, tous les 3 alinéas, ça sautait tellement aux yeux, circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers. C'est ça qui est important, c'est le y compris avec les pays tiers, qu'il fallait que les capitaux et les marchandises, ils circulent non seulement au sein de l'Union européenne, mais avec les Bahamas, avec Hawaï, avec Singapour et tout ça, il fallait que les capitaux et les marchandises puissent circuler le plus librement possible. Et ce martèlement de concurrence libre et non faussée, concurrence libre et non faussée, concurrence libre et non faussée, ça a été une révélation pour moi, la lecture directe de ce traité constitutionnel européen. Et ça aboutit, je pense qu'il y a plein de gens à qui ça a fait ça, pour des motifs divers et variés. D'autres, bon, j'aurais été pour le non, hein, de toute façon. Ça, il n'y a pas de doute. J'allais assez dans les usines pour voir le mal que faisait cette Europe-là. Mais donc voilà, mais alors, ah tiens, ça me fait penser à un truc qui est une espèce de schizophrénie. Alors, les médias, on a dit qu'ils étaient oui-wistes. Et c'est globalement vrai. En tout cas, tous les éditorialistes étaient pour le oui. C'était manifeste. Mais en même temps, il y avait cette schizophrénie qui, en fait, dans les reportages, quelque part, ils étaient pour le non. Il y avait des reportages sur ceux qui étaient envoyés, ceux qu'on proposait d'envoyer en Roumanie pour 340 € de l'heure. Il y avait des tas de petits trucs comme ça qui faisaient que ce qui surgissait dans l'actualité, le truc de Bolkestein, comme quoi il n'arrivait pas à trouver de plombier du côté de Ramouzi, enfin il y a des tas de trucs comme ça qui surgissaient dans l'actualité et qui en fait venaient faire campagne pour le non. Tu vois? Donc tu avais une espèce de tension entre le côté éditorialiste et le côté reporter. Et voilà, et donc je lisais cette tension-là dans les médias, pour aboutir à quand même ce qui est une grande victoire qu'ils ont voulu dénaturer le soir même. Et nous, il ne faut pas qu'on sache qu'on a gagné à ce moment-là, que c'est une pierre, c'est marqué, et qu'on ne perde pas le sens de cette victoire-là. Et même 13 ans après, cette victoire a encore un sens, parce qu'ils le savent. Ils savent qu'ils ne peuvent plus poser cette question. Ils savent que s'ils posaient cette question sur la concurrence libre et non faussée, la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers, sur cette construction hyper libre-échangiste, ils perdent. Mais ils ne perdent pas à 55% comme en 2005, ils perdent à 65%. Ils perdent à 2/3. Enfin voilà. Et donc, il faut qu'ils fassent tout pour éviter de poser la question. On avait déjà en 2005, c'était un signe qu'on ne voulait plus de ça, que c'était la fin de cette dynamique libre-échangiste. Donc le problème, c'est qu'ensuite on a eu, pour démontrer que ce monde était usé, on a eu la crise de 2009.
je dirais que l'espèce de truc dans lequel, le temps bizarre dans lequel on se retrouve, c'est que on avait quelque part gagné dans les têtes et Macron est arrivé pour proposer un visage neuf à une vieille politique. C'est la première chose. Et pour réunifier tout le camp central. Et ce qui fait qu'on vit ce temps étrange où dans la dynamique, le nom de 2005 reste marqué. On sait qu'on veut plus de ça. Et pourtant, ce qui s'impose politiquement au quotidien, c'est encore ça. Via la concurrence libre et non faussée, y compris maintenant à la SNCF, via le secret des affaires qui est une directive européenne pareil, enfin tu vois, donc tout continue à s'imposer de la même manière, quand bien même on sent qu'on est au bout d'un monde. Ce que je disais, hein, c'est comme les poulets, tu coupes la tête du poulet et puis il continue de courir. Bah là, c'est un peu ça, enfin voilà. Et puis après quand même, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a la force du non, on n'a pas celle du oui. On n'a pas celle d'avoir encore un projet clair qui apparaît comme étant majoritaire et crédible dans le pays, avec une force sociale et une force politique pour l'incarner. Donc voilà le temps dans lequel on se trouve, un temps un peu de brouillard, tu vois. Mais donc il nous faut sortir du brouillard par le bon bout. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, bon, ce matin je me suis fait Europe 1 et j'avais préparé un truc à dire sur la psychiatrie. Mais j'ai pas pu le dire, donc je vais le dire maintenant. Hein. Non, j'ai été contacté par les soignants de Rouvray. C'est l'hôpital du Rouvray, c'est à côté de Rouen, et qui sont en grève de la faim maintenant depuis une semaine. Bon, il y en a d'autres qui ont rejoint le mouvement. Et j'ai eu notamment le délégué CFDT, il me semble que c'est Jean-Yves Vermand, et qui m'a décrit pourquoi il faisait cette grève de la faim. Il n'y a pas assez de lits. Du coup, ils installent les patients dans des bureaux, ils les installent dans des couloirs, ils les installent dans des lits de camp, un peu n'importe comment. Voilà là, une première raison. Ensuite, il y a des adolescents qui arrivent de 12 ans, comme il n'y a pas de place dans le service, ou je ne sais plus s'il y a un service ou pas de service, mais bon, ils les foutent avec les adultes, des adultes qui sont malades psychiatriques quand même, et ils foutent les ados avec des gamins, des gamines, avec des adultes, tu vois. Bon, et il m'a dit, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on enferme à la place de soigner. On enferme, on met dans des chambres d'isolement les gens, pas parce que c'est un soin, pas pour soigner, mais juste parce qu'on manque de personnel, et donc c'est la meilleure manière de se débarrasser des problèmes. Et il me dit, moi j'ai pas fait ce métier-là pour enfermer les gens. Et donc voilà pourquoi depuis le 22 mars, il me semble, ils sont en bagarre, donc ils ont fait des tas de trucs, des manifs, des banderoles, invasion de l'ARS, l'agence régionale de santé, j'en sais pas trop, je peux me planter, mais enfin ils ont un peu tout fait, et ils essuient le mépris, le silence, le refus de négocier. Même il me dit, voilà, nous c'est la CFDT, on n'est pas l'organisation la plus révolutionnaire, donc pour qu'on en arrive là, ceci je dis ça, mais tu sais, ça dépend vachement des boîtes, hein. Moi je suis très, tu vois, je généralise pas, certes au niveau national, la CFDT, voilà, on sait quoi, elle est dans le camp de Macron quasiment, mais en revanche, au niveau local, tu as des surprises. Bon, d'ailleurs, Catherine Thierry, on va commencer par Catherine Thierry, ma copine du Val-de-Nièvre. Mais donc voilà, il dit on n'est pas l'organisation la plus révolutionnaire, mais bon là, ils nous mettent au pied du mur, parce qu'ils nous refusent tellement tout, qu'à un moment on est obligé de se mettre en danger. Et donc ils ont même refusé que le SAMU contrôle leur état de santé. Donc voilà, et ça fait écho à des SMS que je reçois de l'hôpital psychiatrique d'Amiens, où on me dit voilà, il y a à nouveau 2 médecins qui sont partis. En gros, à Amiens, il n'y a plus de médecins. Enfin, encore une fois, je caricature, mais vraiment, il y a des pans entiers sans médecins. Et pareil, du coup, ça produit de l'isolement, je l'avais raconté, des gens derrière des hublots, les toubibs qui sont supposés vérifier ça tous les 24 heures, et ben, en fait, ils passent toutes les semaines, et c'est juste un renouvellement administratif, mais sans observation du patient. Bon, voilà, on est dans ce cadre-là, et évidemment, je pense que c'est l'angle sur lequel il faut attaquer, parce que ça, c'est illégal. Normalement, il doit y avoir c'est juridique. Là, quand on est sur de l'enfermement de gens, il doit y avoir des motifs quand même très précis. Donc là, je pense que le juge de la liberté de la détention, j'en sais rien, mais le procureur, le défenseur des droits, ils doivent surveiller ça. Mais ça pose la question quand même du financement de la psychiatrie dans ce pays. Et tu sais, dans mon speech, dimanche, je reprends cette phrase du Christ qui dit
ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Bon, et je transforme ça, ce que nous faisons au plus petit d'entre les nôtres, c'est à nous que nous le faisons. Et évidemment, quand on maltraite les plus faibles de notre société, c'est un mal qu'on se fait à nous-mêmes. Et là, en l'occurrence, on laisse maltraiter, on met dans un coin, on refuse de voir. Et donc, voilà. Et donc, Buzyn, je veux dire, sa seule réponse pour l'instant, quand je l'avais vue à Amiens, elle était venue bouffer à la préfecture et j'avais bouffé avec elle. Et sa réponse, c'est qu'en gros, elle va mettre en place des formations et tout ça. Mais ça, c'est pire. C'est comme si on renvoyait les soignants au fait qu'ils ne sont pas bons, qu'il faut qu'ils progressent, plutôt que de leur dire, voilà, les difficultés que vous rencontrez, oui, il y a besoin de moyens, ou on va structurer, il faut aussi structurer l'hôpital autrement, je suis d'accord, mais il y a besoin de moyens, et si vous n'arrivez pas à soigner, c'est simplement parce que vous n'avez pas le temps, parce qu'on ne vous en donne pas les possibilités. Non, c'est on va vous former, comme si c'est... Déjà, ils culpabilisent et ils ont honte de mal faire leur travail, et la réponse de la ministre, c'est c'est vraiment vous qui faites mal le travail, c'est pour ça que vous n'en sortez pas. Donc vraiment, Madame Buzyn, je viens d'adresser une question écrite, là, juste avant de venir m'asseoir ici, une question écrite au gouvernement. Il faut qu'il y ait une réponse, il faut qu'il y ait un plan psychiatrie pour qu'on sorte de ce chiasme. Le chiasme est une figure littéraire, c'est misère de la psychiatrie, psychiatrie de la misère. C'est quand on croise le chiasme comme ça. Donc voilà, il faut qu'on sorte de ça. Et pour ça, oui, il faut un plan de transformation et de financement. Bon, qu'est-ce que je raconte d'autre? Sur l'agriculture, un petit bout quand même, des débats, puisque j'ai quand même passé mon week-end sympa à l'intérieur de l'hémicycle. Des petits trucs marrants peut-être. D'abord, il y a eu un moment où il y a eu un vote sur les poules, relativement insignifiant, qui interdit l'installation de nouveaux élevages de poules en cage, poules pondeuses en cage. Sachant que, en fait, il n'y en a déjà plus qui s'installent parce qu'il n'y a plus de marché pour ça. Donc, voilà, donc c'est juste on maintient le parc existant, mais le ministre a dit, de toute façon, on s'est mis d'accord avec la filière, donc avec les agriculteurs, l'industrie et tout ça de la filière. Bon, déjà, quand tu fais la loi travail, tu ne vas pas poser la même question à la CGT. On ne dit pas que tu es d'accord avec la CGT avant de signer le truc. Bon, c'est pas grave. Mettons que ce ne soit pas exactement pareil. Mais ce qui est marrant, c'est que les Républicains, avant de voter, ils ont demandé mais vous nous garantissez que le président de la filière, il est d'accord? Et là, le ministre a dit oui, les Républicains, ils ont demandé une suspension de séance et avec leur téléphone, à mon avis, ils sont allés passer des coups de fil au président de filière pour savoir, puis ils n'ont pas eu de réponse, ils sont revenus en disant puisqu'on a la parole de monsieur le ministre, on veut bien voter ça. Mais putain, tu te dis, c'est ça un lobby. C'est quand même balèze, quoi, de se dire, voilà, il faut l'accord. Et je pense que c'est en plus mal politiquement, parce que les filières, les agriculteurs qui sont coincés dans le jour, les contradictions et puis tout ça, si tu leur demandes leur avis, ils sont dans une adaptation à minima permanente. Et c'est normal, ils sont le nez collé au présent, tu vois. Tu vois, par exemple, sur les poules, en 2012, il y a une directive européenne qui dit soit vous agrandissez la taille des poules, soit vous sortez les poules des cages. Et c'est les filières qui ont décidé. Qu'est-ce qu'elles ont décidé? D'agrandir la taille des poules. Et ce qui était une décision stratégiquement nulle, puisqu'on se retrouve avec le même problème quelques années plus tard, sauf qu'entre-temps, ils ont presque investi 1 milliard d'euros dans l'agrandissement des poules, des cages, tu vois. Donc, et là, c'est tout le problème du projet de loi aujourd'hui. C'est qu'on nous dit en permanence, plan de filière, c'est mené avec les filières, responsabilisation des acteurs. Responsabilisation des acteurs, c'est la grande distribution et c'est l'industrie agroalimentaire, tu vois. Ce que j'appelle limer les crocs des caïmans, tu vois. Vas-y, ils vont plus croquer. Bon, voilà. Mais donc on se trouve là-dedans. Alors, pour le vote, moi j'étais plutôt partisan d'une abstention molle. Tu vois, parce qu'au fond, dans le projet de loi, il est insignifiant. Il n'y a rien contre quoi on soit vraiment, mais il est juste nul, tu vois. Il y a rien sur la sortie des phytos, il n'y a rien. Même quand tu proposes qu'on remplace le plastique par de l'inox dans les cantines. Alors la députée En Marche, elle avait un plan pour 2025, voire 2028, tu vois. Il faut 10 ans pour supprimer le plastique dans les cantines. Mais finalement, non, ça a quand même été retoqué parce que c'était quand même un peu trop ambitieux. Il fallait d'abord des expérimentations, même s'il y a déjà des villes qui l'ont fait. Bon, on est à un niveau... et alors pour la répartition de la valeur ajoutée, c'est une usine à gaz, vraisemblablement on vend des illusions aux paysans si on leur fait croire qu'avec ça, il y aura une meilleure répartition de la valeur ajoutée. Donc bon, j'étais pour une abstention molle. Et puis Loïc, en réunion de groupe, Loïc Prudhomme, il a développé un argumentaire sur tout ce qui avait été refusé. Et je dois dire que ça m'a convaincu. Donc
je leur ai dit, voilà, j'ai dit au groupe, bon bah écoutez, il n'y a rien contre quoi je sois vraiment dans le projet de loi, mais je dois reconnaître que comparé à l'ambition qui devrait être la nôtre, de transformer la répartition du pognon et aussi de transformer l'agriculture, c'est vrai que c'est tellement nul que bon ok. Et donc en fait il m'a convaincu. Donc je pense que je vais voter non demain. Que dire? Ah oui, il y avait un autre truc marrant dans l'hémicycle, je me suis bagarré pour que... Putain, il ne faut pas être non-inscrit ici. Moi tu sais, il ne faut pas être non-inscrit. Tu sais, quelque part j'ai un idéal de non-inscrit quand même, moi. Cet idéal de la Révolution française avec chaque élu arrive en son âme et conscience et sans que les partis soient formés et figés, tu vois. J'ai ça. Mais putain, c'est... Dans l'hémicycle, il vaut mieux pas être non-inscrit. Tu vois, c'est triste. Delphine Batho, qui a été ministre de l'Environnement et qui doit toucher sa bille. Qu'on en pense ce qu'on veut en tant qu'ancienne socialiste et tout ça, mais dans son domaine, elle connaît les dossiers, quoi. Putain, je sais pas, ils ont eu droit à 5 minutes, 1 heure de temps de parole pour les 20 non-inscrits. Nous, on avait combien 4h30, je crois, pour 17. Donc, on voit. Donc, c'est vraiment pas favorisé. Donc, elle est obligée de se taire. Alors qu'il doit, ça doit je dois avoir envie de monter au créneau 1000 fois, tu vois. Et Olivier Falorni, qui était le rapporteur d'un rapport au gouvernement sous le mandat précédent sur les animaux et en particulier sur la vidéosurveillance. C'est pareil, pas le droit de s'exprimer. Ou alors tu as 2 minutes en tout sur le week-end, t'imagines, c'est un truc à 30 dingue, tout ce que tu as dans les tripes là, et qu'on peut pas te laisser. Bon. Et donc j'ai demandé à l'Assemblée nationale, j'ai fait un rappel au règlement pour demander qu'on puisse donner du temps de parole à ces 2 non-inscrits qui étaient présents pendant tout le week-end. Ça m'a été refusé. Ensuite, j'ai demandé à Mélenchon qu'il fasse la même intervention et lui, il a proposé de donner un peu de son temps de parole à lui. Et ça a été refusé. Donc j'ai provoqué une suspension de séance, tu vois, pour discuter avec les présidents de groupe et tout ça. Mais Ferrand, bon les autres c'était tous pareil aussi. Ferrand est arrivé, tout le monde disait ouais c'est con comme règle, c'est con comme règle, mais la règle c'est la règle. Et tu vois, je trouve ça dingo. Alors que moi je suis plutôt pour un aménagement, on n'est pas en Allemagne quand même, merde. Je suis plutôt pour un aménagement, il y a la règle, mais bon, s'il n'y a pas une tolérance autour de la règle, en général tu t'en sors pas dans la vie, quoi, non? Bon, et donc... mais alors ce qui est d'autant plus marrant, c'est d'imaginer que c'est ici, alors que les mecs, ils n'arrêtent pas de te dire, la majorité en marche, de toute façon, ce qui ne va pas, c'est les normes administratives. Il y a trop de normes, il y a trop de règles, et puis la France, on ne sait pas discuter avec les usagers, on ne sait pas discuter avec les entreprises et tout ça. Et les mecs qui viennent te répéter ça, là tu arrives avec ça, c'est la règle, c'est la règle. Bon, alors je suis allé voir Falorni pour lui dire, est-ce que vous voulez que je lise moi votre amendement? Mais finalement, j'en avais marre, parce qu'en plus, il y a un autre truc, c'est qu'on est en temps partagé. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de parler autant que tu veux, nous aussi, nous non plus d'ailleurs, tu vois. Et donc, Loïc trouvait que je parlais trop, donc j'en avais marre je ne voulais pas devenir comme Delphine Batho. Je suis rentré chez moi pour fêter la fête des mères à ma mère le dimanche soir, tu vois. Donc, voilà la vie palpitante d'un élu. Que dire d'autre? Bon, écoute, ça suffit comme ça. Sinon, non, chez Cohen, là, ce matin, il paraît qu'il avait dit dans une émission télé que bon, il y a des députés d'En Marche qui veulent être mieux payés. Les Républicains. C'était un gars des Républicains. Ah, c'était un gars des Républicains. Et puis que moi, j'avais dit que je voulais moins travailler. Parce que j'avais dit à la télé, là, non, chez Bourdin, que moi, l'idéal, ça serait d'avoir 2 fois plus de députés et qu'on puisse venir à l'Assemblée une semaine sur 2. Et l'autre semaine, c'est le suppléant avec qui on formerait un vrai duo qui prendrait la place. Et donc, il a traduit ça en il veut moins travailler. C'est pas vrai. Je veux mieux travailler. Moi, je veux dire, j'aime travailler de toute façon. Mais juste, qu'est-ce que tu en apportes dans l'hémicycle si jamais tu n'as pas de la respiration à côté? Qu'est-ce que tu amènes de la vie là-dedans? Tu es le nez collé sur tes amendements, sur les petits textes de loi, à faire des remarques sur les alinéas. Si jamais tu ne viens pas apporter une bouffée d'air qui vient de la circonscription pour moi, c'est-à-dire de rencontres avec les gens, mais aussi par exemple de livres que tu lis, de films que tu vois, et si on te place dans une espèce d'urgence permanente en te gavant comme une oie, puisqu'on est dans la semaine agricole, en te gavant comme une oie de textes de loi, qu'est-ce que tu apportes? Tu n'apportes rien. Et moi je crains de mal faire mon travail.
C'est ça mon problème, tu vois, de sauter en permanence d'un sujet à l'autre. Et donc, bon, il ne m'a pas posé la question ce matin à Europe 1, mais moi je voudrais mieux faire mon boulot, et je pense que mieux faire mon boulot, c'est avoir plus de députés, par exemple avec un roulement une semaine sur 2 ou quelque chose comme ça. Bon, écoute, je vais y retourner justement en hémicycle, puisque j'y suis pas allé encore aujourd'hui. Donc, je fais partie de ceux dont le banc est scandaleusement vide jusqu'à la minute présente, mais nous allons régler ce souci.